Bonjour mes élèves. Alors je vous informe que je vais changer de méthode. Au lieu d'écrire sur un table-feutre, j'ai choisi de travailler sur un papier, sur des papiers. Je pense comme ça les informations iront plus rapidement. Alors comme je vous ai promis, cette première partie, la première partie qui a été soulevée, la vidéo précédente, est une partie qui a soulevé des problèmes, qui a établi un schéma global concernant le programme du premier module. Alors on commence d'abord par l'ATP. Qu'est-ce qu'il est? C'est quoi l'ATP? Comment il est formé? Comment il est produit par respiration et fermentation? Alors cette séance va s'arrêter jusqu'à la fin de la respiration. Alors le premier problème qui a été traité dans ce module, c'est quoi l'ATP? L'ATP, donc qu'est-ce que je dois connaître concernant l'ATP? D'abord, je dois savoir sa définition. Deuxièmement, sa composition chimique. Troisièmement, sa décomposition, comment il est décomposé. Quatrièmement, comment s'effectue sa synthèse, c'est-à-dire sa formation. Alors ici, vous avez une autre fiche, une fiche dans laquelle vous avez des réponses. L'ATP, premièrement, c'est quoi l'ATP? Donc c'est un carburant cellulaire, source de l'énergie de toute activité cellulaire. Donc c'est un carburant comme le carburant de la voiture qui est soit l'essence, soit le mazout avec lequel circule la voiture. Alors deuxièmement, quelle est sa composition chimique? Alors la composition chimique de l'ATP qui est appelée adénosine triphosphorique ou triphosphate, c'est un adénosine formé de deux molécules qui est l'adénine plus le ribose, avec 3 atomes de phosphore. L'adénosine est formée donc d'adénine et ribose. L'adénine, c'est une base azotée identique à la base azotée que vous avez vue dans la structure de des arènes, dans les acides nucléiques. Le ribose, c'est un sucre simple à 5 carbone. Sa formule chimique, c'est C5H10O5. Et puis, vous avez 3 atomes phosphore. La troisième liaison de l'ATP, c'est une liaison chimique riche en énergie. La valeur énergétique en kilojoules est estimée à peu près à 30,5 kJ par mol d'ATP. Troisième problème concernant l'ATP, sa réaction de décomposition. Sa réaction de décomposition s'appelle une hydrolyse d'ATP. Sa réaction est écrite comme suit. Alors ATP plus H2O présente de l'eau grâce à l'intervention d'une enzyme qui s'appelle ATPase. C'est une ACE l'enzyme qui va décomposer l'ATP. Il va décomposer en ADP plus phosphore et inorganique plus de l'énergie. Cette énergie qui est à peu près égale à 30,5 kJ. ADP, c'est la molécule adénosine diphosphérique, ça contient 2 atomes phosphore, 2P, au lieu de 3P. E, c'est l'énergie cellulaire à peu près égale à 30,5 kJ. Alors, sa réaction de régénération ou de synthèse, c'est une réaction inverse de l'hydrolyse. Elle est écrite comme suit. L'ATP, en général, il est formé à partir d'une molécule d'adénosine diphosphorique, plus PI, plus énergie. Produit donc l'ATP grâce à l'intervention d'une enzyme qui s'appelle ATP synthase. Voilà donc les 4 informations essentielles à connaître concernant l'ATP. Alors maintenant, vous avez à connaître un schéma global. Dans cette vidéo, je vais surtout expliquer les phénomènes, soit à l'aide d'un schéma que vous allez voir, avec un texte, bien sûr, avec une expression orale que je peux vous écrire sous forme d'un texte écrit que je vais vous envoyer après, mais juste après cette vidéo. Alors, vous avez le schéma global de la respiration cellulaire qui correspond à une description schématique de la respiration cellulaire. Alors, vous avez ici le schéma qui montre les 2 étapes essentielles. Il y a 2 grandes étapes de la respiration cellulaire. Alors, vous avez d'abord cette étape, le glucose dont vous avez la cellule. La cellule est constituée à l'intérieur d'un cytoplasme et de plusieurs organites. L'espace dans lequel baignent les organites, c'est ce qu'on appelle un hyaloplasme ou un cytosol. Alors, il y a 2 parties de la cellule qui vont intervenir au cours de la respiration cellulaire. Il y a d'abord le cytosol et ensuite la mitochondrie. Donc la respiration commence au niveau du cytosol et se termine au niveau de la mitochondrie. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de l'hyaloplasme ou cytosol?
Eh bien, la première étape qui s'appelle la glycolyse. Voilà, nous avons ici la glycolyse. Alors, la glycolyse, c'est une réaction dont le réactif, c'est le glucose phosphate. Le glucose qui pénètre dans la cellule, et il fixe un atome P, il devient un glucose phosphate. C'est lui qui va être décomposé par glycolyse pour produire les deux acides pyruviques aux deux pyruvates. Sachez qu'ici, au cours de cette étape, il y a 10 réactions chimiques. Alors nous avons établi son bilan. Alors dans un schéma global, on ne donne pas un maximum de détails. On donne surtout les bilans des étapes. Alors vous avez le glucose phosphate, après tout un ensemble de réactions, donc c'est un bilan global, il donne 2 pyruvates, mais en parallèle, il produit 2 molécules d'ATP. Alors vous avez ici 2 molécules d'ATP plus 2 molécules de NADHH+, ce sont des transporteurs d'électrons ou de protons H+, ce qu'on appelle des pouvoirs réducteurs. Alors, les deux réactions en parallèle sont des réactions de phosphorylation de 2 ADP, c'est-à-dire la production de 2 ATP, et la production des NADH+, c'est une réaction de réduction des NAD+. Donc, bilan fait au cours de cette étape, la glycolyse au cours de laquelle le glucose phosphate se décompose en 2 acides pyruviques avec formation en parallèle de 2 types de molécules énergétiques, à savoir 2 ATP plus 2 NADH+. Récapitulons, donc d'après ce schéma, la respiration s'effectue en 2 étapes. Première étape, c'est la glycolyse. Elle s'effectue au niveau de l'hyaloplasme. C'est une réaction au cours de laquelle le glucose phosphate qui se forme dans la cellule se décompose en 2 pyruvates ou acides pyruviques avec formation en parallèle de 2 ATP et 2 NADHH+. Alors maintenant, quel est le sort des 2 acides pyruviques? Eh bien, ils vont subir la deuxième étape de la respiration qui s'effectue au niveau de la mitochondrie. Cette deuxième étape, son nom, c'est la décomposition totale des 2 pyruvates et phosphorylation oxydative. Donc, ce sont les 2 événements essentiels qui s'effectuent dans la mitochondrie. Alors, récapitulons aussi, la respiration schématisée ici s'effectue dans la cellule en 2 étapes. Une étape qui s'effectue au niveau de l'hyaloplasme qui s'appelle la glycolyse, au cours de laquelle le glucose phosphate se décompose en pyruvates pour produire 2 ATP plus 2 NADHH+. Deuxième étape de la respiration cellulaire s'appelle décomposition totale des 2 pyruvates et phosphorylation oxydative. Elle s'effectue au niveau de la mitochondrie. Donc, quels sont les réactifs de la mitochondrie? Il y a d'abord les 2 pyruvates qui vont pénétrer dans la mitochondrie, plus 6 dioxygène, 6O2. Alors, ils vont réagir dans la mitochondrie. Alors, il faut rappeler ce que c'est que la mitochondrie dans laquelle se passe cette deuxième étape. La mitochondrie, c'est un organite cellulaire. Je l'ai très bien agrandi ici. Sa taille, ce n'est pas sa taille réelle. Je l'ai agrandi justement pour pouvoir écrire quelques informations là-dedans. La mitochondrie, donc, sa définition, c'est un organite, un petit organe dans la cellule qui est formé de l'extérieur vers l'intérieur par une membrane externe, un espace intermembranaire, une membrane interne et puis la matrice. La matrice, puis une crête qui est le prolongement dans la matrice de la membrane interne. N'oubliez pas que la membrane interne de la mitochondrie contient 2 groupes de protéines enzymatiques très importantes dans la respiration, et ce sont les protéines qui vont mettre fin à la respiration et vont intervenir au cours de la dernière étape de la respiration, à savoir ces protéines dans la membrane interne qui sont en nombre de 6 et sont des protéines de la chaîne respiratoire, plus cette protéine-là qui s'appelle sphère pédonculée. C'est une protéine qui a une tige sous forme de canal qui s'appelle un pédoncule. Un pédoncule, c'est un petit pied qui est lié à une sphère qui peut se mettre en rotation. On va voir comment elle fonctionne après. Alors, récapitulons. Deuxième étape de la respiration s'effectue dans la mitochondrie. Nous avons expliqué, défini, décrit donc la mitochondrie. Alors, les 2 réactifs de la mitochondrie sont les 2 pyruvates plus 6 O2. Alors, cette mitochondrie va prendre ces 2 réactifs de la mitochondrie, va les décomposer, il va y avoir une réaction entre acide pyruvique et oxygène, donc pour produire 3 produits.
Les trois produits de la mitochondrie suite à la décomposition des acides pyruviques et 6O2 sont les CO2 au nombre de 6, l'eau au nombre de 6 molécules, plus 36 ATP. Et bien, vous avez ici mitochondrie. Alors, sachez que ce schéma peut être un sujet d'examen dans lequel on va essayer de juger l'élève, est-ce qu'il est capable de faire extraire les informations de ce schéma. Alors, à partir de ce schéma-là, on peut décrire donc la respiration suivant ce schéma-là. Alors, et on peut, en plus de cela, ce qu'on a fait d'ailleurs, en plus de cela, on peut demander d'écrire la réaction globale de la glycolyse. La réaction globale de la glycolyse, c'est glucose-phosphate, glucose plus 2 NAD plus 2H+, plus 2 ADP plus PI. Il vous donne, grâce à l'intervention de plusieurs enzymes ici, produiront 2 pyruvates en parallèle avec 2 ATP plus 2 NAD H+. Alors, deuxième réaction, c'est la réaction globale au niveau de la mitochondrie. Les réactifs sont les 2 pyruvates plus 6O2. Ils vont produire des produits qui sont 6O2, 6CO2, 6H2O plus 36 ATP. Donc, la réaction globale de la décomposition totale des 2 pyruvates et phosphorylation exclusif, c'est 2 pyruvates plus 6O2 plus 36 ADP plus 36 PI. Ils vont produire la intervention de plusieurs enzymes, 6CO2, 6H2O plus 36 ATP. La réaction globale d'après ce schéma-là de la respiration, donc vous avez le glucose qui a été utilisé au départ avec 6O2, vont produire en fin de compte 6CO2 plus 6H2O plus 36 plus 2 ATP qui sont ici, c'est 38 ATP. Sachez que le nombre d'ATP produit par la cellule par décomposition d'une molécule de glucose, dans d'autres cas, peut être égal à 36 au lieu de 38. Nous allons expliquer après pourquoi un bilan de production d'ATP peut être remplacé au lieu de 38 par un nombre de 36. Dans ce cas-là, la mitochondrie ne produira pas 36 ATP, elle va produire uniquement 34 ATP. Alors, le problème qui est soulevé ici, c'est ce problème-là. Comment les 2 pyruvates ont été utilisés dans les mitochondries pour produire ces 3 produits. Donc, on va se concentrer sur ce qui se passe au niveau de la mitochondrie. Je vais me concentrer d'abord sur le sort des 2 pyruvates. Comment la décomposition totale des 2 pyruvates s'effectue dans la mitochondrie. Après, je vais voir comment s'effectue la phosphorylation oxydative, qui s'effectue grâce à l'intervention de la chaîne respiratoire et de la sphère pédonculaire. Alors, nous avons ici la même chose, nous adoptons la même stratégie. C'est un schéma global de la décomposition totale des pyruvates, une description donc schématique de la décomposition totale des 2 pyruvates. Alors, vous avez ici, le schéma global dans la mitochondrie. Alors, je ne me concentre pas à l'oxygène parce qu'il va être utilisé par la chaîne respiratoire, la sphère pédonculaire, qui est la dernière étape. Je vais la détailler après. Donc, l'étape de décomposition totale des 2 pyruvates s'effectue dans la matrice mitochondrienne. Vous avez ici un schéma global qui vous explique comment s'effectue cette décomposition totale. Eh bien, cette décomposition totale s'effectue en 2 phases. Vous avez la phase dans laquelle les 2 pyruvates sont reconvertis en 2 acétylcoenzyme A. Cette reconversion est accompagnée en parallèle par une production de 2 CO2 plus 2 NADH+. Sachez que dans les exercices, on peut vous demander de donner les éléments produits suite à la décomposition d'une molécule de pyruvate. Donc le nombre produit sera réduit à 2. Donc production d'un CO2, un acétylcoenzyme A, un NADH2 par décomposition de pyruvate. L'acétylcoenzyme A, il rentre bien sûr, il rentre dans un ensemble de réactions cycliques qui forment ce qu'on appelle le cycle de Krebs. Eh bien, puisqu'on a 2 molécules d'acétylcoenzyme A, ils vont subir 2 cycles de Krebs, 2 ensembles de réactions. Sachez au départ que ce cycle de Krebs s'appelle aussi cycle d'acide citrique, dans lequel il y a 8 réactions chimiques. Alors, ce cycle de Krebs, il consomme donc des molécules de l'eau. Alors, le cycle de Krebs qui m'intéresse le plus, bien sûr, on peut détailler quelles sont les réactions qui s'effectuent au niveau du cycle de Krebs, mais on ne peut pas détailler au départ.
On va donner d'abord les éléments de base à comprendre d'abord et on va approfondir les informations petit à petit, au fur et à mesure. Alors, vous avez ici 8 réactions de cycle de Krebs. Le réactif, c'est l'acétylcoenzyme A, avec bien sûr de l'eau. Il va produire, ces produits sont de 4 types. 2 cycles de Krebs vont produire 2 molécules de GTP, guanosine triphosphorique. Donc, il est reconverti directement en 2 ATP par remplacement de G par un adénine. Alors, il y a aussi production de 4 CO2, production de 6 NADH+, qui est une réaction de réduction des NAD, puis une réduction des FAD pour produire 2 FADH2. Les NAD, bien sûr, les NAD sont représentés par, on peut les remplacer NAD par 2RH2. Alors, par contre, les FAD sont des R'-H2. Donc, le cycle de Krebs, il va produire un cycle, va produire la moitié de ce que j'ai cité ici. Un cycle va produire une molécule d'ATP, 2 CO2, 3 NADH2, HH2, H+, plus une molécule de FADH2. Donc, les 2 étapes constituent la décomposition des 2 pyruvates. Donc, regardez par exemple, ici, si on veut savoir combien de NAD et FAD ont été produits suite à la décomposition de 2 pyruvates, eh bien, faites au calcul, vous avez ici 2 plus 6, c'est-à-dire 8 NADHH+, avec 2 FADH2, avec 2 molécules d'ATP. Si on suit un seul pyruvate, il va donner la moitié de ce que j'ai cité auparavant. Voilà donc comment s'effectue la décomposition totale des 2 pyruvates. Le lieu, c'est la matrice. Cette réaction de décomposition globale, la réaction globale de décomposition de pyruvates dans les mitochondries s'écrira comme suit. 2 pyruvates. Donc les produits sont 6 CO2, vous avez 2 ici et 4 là, 6 CO2, plus 2 molécules d'ATP ici, plus 10 NADH2, vous avez 6, alors au lieu de, alors vous voyez ici, 6 plus 2. Donc le total c'est 8 au lieu de 10. Donc vous avez 8 molécules NADHH+, plus 2 FADH2. Les 8 sont les 6 formés par le 2 cycles de Krebs, plus les 2 NADH2 suite à la décomposition de pyruvates en 2-acétylcoenzyme A. Alors, le produit d'un cycle de Krebs, qu'est-ce qu'il produit? Il produit bien sûr une molécule, un cycle, parce que ici nous avons 2 cycles, une molécule d'ATP, 2 molécules de CO2, une molécule FADH2 et 3 molécules NADH2. Les nombres cités ici, 2 cycles de Krebs, parce qu'on suit le sort d'une molécule de glucose qui produit 2 pyruvates qui va subir le double de toutes les réactions que j'ai citées ici. Bien sûr, je peux vous poser une question concernant le nombre de NAD produits suite à la décomposition totale des 2 pyruvates. Alors, les NAD sont 2 pyruvates. Donc, c'est 8 NADH2, 2 FADH2, 4 CO2, 2 ATP. Si je suis un seul pyruvate, donc on donnera la moitié, bien sûr. Voilà donc comment s'effectue la première phase des réactions qui s'effectuent au niveau de la mitochondrie au cours de la respiration cellulaire. Rappelons les étapes qui étaient auparavant. Il y avait, avant l'intervention de la mitochondrie, il y avait une glycolyse. Glycolyse suivie par quoi? Par la reconversion des pyruvates en acétylcoenzyme A, suivie par le cycle de Krebs. Dernière étape, c'est l'étape qui va faire intervenir la chaîne respiratoire et les sphères pédonculées. Ces 2 complexes enzymatiques, ils vont réagir avec des réactifs qui ne sont que les pouvoirs réducteurs ou les NAD plus les FAD. Alors donc les NAD-FAD produits par décomposition de glucose, ce sont les éléments qui vont intervenir ici. N'oublions pas qu'au cours de la réaction de la glycolyse, il y avait production de 2 NADHH+. Ces 2 NADHH+, s'ils pénètrent dans les mitochondries, ils ne subissent aucune reconversion, c'est ce qu'on va voir après, ils peuvent être reconvertis en FADH+, et ça va nous donner un autre bilan. Donc s'il n'y a aucune reconversion, si les 2 NADHH+, pénètrent sans subir aucun changement, donc ils vont s'ajouter aux 8, c'est-à-dire 6 NAD, les 6 NAD qui ont été produits ici, plus les 2 NAD là,
ils vont donner 6 plus 2, 8, plus le 2 qui provient de la pénétration de NAD produit au cours de la glycolyse, ils vont donner 10 NAD H+. Bien sûr, plus les deux FAD H2. 2 FAD H2 plus 10 NAD HH+, ce sont ces réactifs qui vont réagir bien sûr avec l'oxygène pour produire de l'ATP qu'on va voir dans la dernière étape de la respiration qui va s'effectuer et qui va faire intervenir la chaîne respiratoire, les sphères pédonculées, et qui s'appelle ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative, intervention de la chaîne respiratoire et des sphères pédonculées. Nous allons voir bien sûr dans un schéma global avec la même stratégie, dans un schéma global, comment s'effectue cette phosphorylation oxydative, c'est-à-dire le fonctionnement de la chaîne respiratoire et de la sphère pédonculée. La même stratégie, je vous donne ici un schéma global qui montre les étapes de cette dernière étape qui est la phosphorylation oxydative. Alors cette phosphorylation oxydative, je vous rappelle qu'elle s'effectue au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. J'ai agrandi la partie de la mitochondrie qui m'intéresse. Vous avez la membrane externe, la membrane interne et puis l'espace intermembranaire. Vous avez la chaîne respiratoire ici qui est un peu plus détaillée. La chaîne respiratoire est formée de 4 complexes protéiniques, c'est-à-dire complexes formés de plusieurs éléments, imbriqués les uns fixés à l'autre pour former un complexe. Alors vous avez 4 complexes, je vais citer en rouge, le complexe 1, le complexe 2, le complexe 3, puis le complexe 4. Et puis vous avez des petites protéines intégrées dans la membrane interne de la mitochondrie qui s'appellent culons, nommés culons, et l'autre C. Alors ce sont les éléments qui constituent, les protéines qui constituent la chaîne respiratoire. Alors vous avez les réactifs, si vous vous rappelez les réactifs qui interviennent, si vous vous rappelez le nombre que j'ai cité auparavant, vous avez 10 NAD HH+, et 2 FAD H2 qui vont être réoxydés par intervention de la chaîne respiratoire. Alors faites attention, ce schéma englobe toutes les informations. On peut vous le donner, vous demander d'expliquer les phénomènes qui se passent ici. D'abord, tout commence par une oxydation des NAD HH+, FAD. Regardez, NAD HH+ oxydé par le complexe 1, le complexe 2 oxyde les FAD H2. Donc les autres protéines n'ont pas ce pouvoir d'oxydation des NAD FAD. Alors l'oxydation de ces deux produits produira des protons H+, et des électrons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces électrons vont être véhiculés, transportés par les protéines de la chaîne respiratoire vers un capteur final qui est l'oxygène, qui est fixé sur le complexe 4. Alors sachez que ce transport d'électrons a un grand intérêt. Les électrons se déplacent suivant un potentiel redox d'une molécule de potentiel redox faible à une molécule à potentiel redox élevé, ce qui permet de libérer une énergie. Donc le déplacement électronique permet de libérer une énergie. Ce déplacement d'électrons, c'est une chaîne de réaction d'oxydo-réduction. Donc perte d'électrons, c'est une oxydation, gain d'électrons, c'est une réduction. Donc il y a une chaîne d'oxydoréduction qui va permettre le déplacement de l'électron, suite à laquelle il y a libération d'énergie. Cette énergie elle va être utilisée pour permettre à 3 complexes, ce sont le complexe 1, complexe 2, complexe 3, 1, 3 et 5, 1, 3 et 4 plutôt, qui vont transporter, qui ont le pouvoir de transporter les protons H+, vers l'espace intermembranaire. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a une accumulation d'H+ dans l'espace intermembranaire? Il va y avoir ce qu'on appelle un gradient de concentration d'H+, c'est-à-dire une concentration élevée dans l'espace intermembranaire par rapport à la matrice. Alors, cette différence de concentration constitue un stock d'énergie. C'est exactement le même principe que le barrage. On stocke de l'eau dans un barrage. Il y a un mur dans lequel il y a des canaux liés à des turbines. Si on ouvre ces canaux, l'eau va rentrer d'une façon explosive, les turbines vont tourner et vont reconvertir l'énergie hydraulique en énergie électrique. Ici, l'énergie qui est due à un stockage des protons H+, vont être reconvertis en énergie pour former l'ATP, mais grâce à l'ouverture, à la perméabilité des sphères pédonculées qui existent au niveau de la membrane interne. Alors récapitulons, donc les protéines de la chaîne respiratoire transportent des électrons qui ont été produits par oxydation NADFAD.
Ces électrons arrivent au niveau de l'oxygène qui est le capteur final. Les complexes 1, 3 et 4 transportent, en utilisant l'énergie de déplacement des électrons, transportent les H+ vers l'espace intermembranaire. Cette accumulation des H+ font augmenter sa concentration. Alors, automatiquement, il va y avoir un gradient H+, mais ce qui m'intéresse, c'est le pH qui va diminuer. Ce pH qui diminue, cette concentration élevée des protons H+, permettra l'ouverture des canaux qui existent ici pour faire pénétrer les H+, une entrée qui est dite explosive des protons H+. Cette entrée explosive va faire tourner les sphères ici et va produire de l'énergie. Cette énergie, c'est elle qui va être utilisée pour fixer le PI ADP pour produire l'ATP. Alors, cette réaction s'appelle réaction de phosphorylation d'ADP, c'est la synthèse d'ATP, c'est la réaction numéro 3. Récapitulons, donc la chaîne respiratoire sphère protocoïlée permet 3 réactions. Ici, la première réaction dans le temps, c'est l'oxydation des transporteurs réduits, FADH2, NADHH+, qui va être suivie par une formation de l'eau, qui est une réduction d'oxygène, parce que quand l'oxygène reçoit les électrons qui sont déplacés ici, il va capter H+, et il va y avoir synthèse d'H2O, qui est une réduction d'oxygène. Donc, deuxième réaction, c'est la synthèse de l'eau, réduction d'O2. Troisième réaction, c'est la synthèse d'ATP, phosphorylation oxydative. Bon, voilà, donc tout commence par l'oxydation et se termine par quoi? Par la production d'ATP. Donc, le rôle le plus important d'intervention de la chaîne respiratoire et des sphères protocoïlées, c'est de permettre un déplacement d'énergie qui était stocké dans NADFAD, l'intégrer dans l'ATP. Donc, c'est un flux d'énergie des NADFAD vers l'ATP. Alors, combien on avait dit que, donc regardez ici, le début c'est l'oxydation NADFAD, fin c'est formation d'ATP. Donc, le rôle de cette oxydation, c'est de prendre l'énergie libérée par oxydation et la fixer sur l'AT ou bien dans l'ATP. Les réactifs de cette étape qui résulte de la décomposition du glucose par respiration, nous l'avons montré, il y avait DNADH+, 2FADH2. On sait que l'oxydation d'une molécule NADH2 produit 3 molécules d'ATP. L'oxydation d'une molécule FADH2 produit 2 ATP. Donc, les DNADHH+, qui ont été formés après oxydation vont produire 30 ATP. Les 2 FADH2 produiront 4 ATP. Donc, la phosphorylation oxydative va permettre de produire 34 ATP. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce cours? C'est le plus important. Ce qu'il faut connaître, eh bien, ce qu'il faut connaître, je vous l'envoie dans ce document. Vous avez ici ce qu'il faut connaître exactement. Voilà. Vous avez ici des définitions. Lisez, essayez de voir, est-ce que vous êtes capable de définir tous ces éléments. Vous avez donc au nombre total, ici, je pense, 27 questions. 27 questions pour couvrir toute cette partie concernant la respiration. Alors, je vous donne ces questions. Essayez de répondre à ces questions. Si vous êtes incapable de répondre à ces questions, je vous enverrai la séance prochaine, Inch'Allah, les réponses. Donc voilà, bonne chance. J'espère qu'avec cette méthode, on ira un peu plus rapidement. Et merci de votre